L'année 1034 marque un tournant dans l'histoire de l'Empire byzantin. Au mois de mars, un jeune homme de 19 ans débarque à Constantinople avec 500 guerriers norvégiens. Harald Sigurdsson vient de traverser la moitié du monde connu, fuyant la Norvège après la mort de son demi-frère, le roi Olaf II, à la bataille de Stiklestad, 4 ans plus tôt. Blessé dans ce combat sanglant, Harald a passé plusieurs années au service du prince Yaroslav le Sage à Kiev, accumulant de l'expérience militaire et bâtissant sa réputation de guerrier redoutable. L'Empire byzantin qu'il découvre traverse une période difficile. L'empereur Romain III Argire, monté sur le trône en 1028 après avoir épousé Zoé, la fille du grand Basile II, s'avère être un désastre militaire. Sans aucune expérience de la guerre, il a voulu imiter les conquêtes glorieuses de ses prédécesseurs. En 1030, il a mené personnellement une campagne contre l'émirat de Alep en Syrie. Confiant dans la supériorité numérique de son armée de 20 000 hommes, il a rejeté les offres de paix de l'émir Shibl al-Dawla Nasr et s'est enfoncé dans le désert syrien en plein été. Les Arabes ont harcelé son armée, coupé ses lignes de ravitaillement et transformé la retraite en débâcle. Seule l'intervention désespérée de sa garde personnelle a permis à l'empereur d'échapper à la capture. Cette humiliation a révélé la fragilité de l'Empire. Après la mort de Basile II en 1025, l'État byzantin vacille sous des empereurs incompétents, incapables de maintenir les conquêtes du grand guerrier. Les frontières orientales subissent les raids arabes, tandis qu'en Italie du Sud et en Sicile, la présence byzantine s'effondre progressivement. Harald n'est pas accepté immédiatement dans la garde Vareg. Peut-être demande-t-il trop d'argent, peut-être veut-il que tous ses hommes soient admis d'un coup. Les sources ne sont pas claires sur ce point. Ce qui est certain, c'est qu'au lieu de rejoindre directement la garde impériale, lui et ses guerriers sont envoyés combattre les pirates arabes en Méditerranée. C'est une mission ingrate mais vitale. Ces pirates, basés sur les côtes de l'Asie mineure et en Sicile, harcèlent les navires marchands byzantins et organisent des raids le long du littoral. Harald s'y révèle redoutable. Il détruit plusieurs flottes ennemies puis poursuit les pirates jusqu'à leur repère dans l'intérieur des terres. En décembre 1034, un événement change tout. L'empereur Romain III meurt dans son bain. La rumeur court que Zoé et son amant Michel le Paphlagonien l'ont empoisonné, même si rien ne le prouve officiellement. Zoé épouse immédiatement Michel, qui devient l'empereur Michel IV. Le nouveau souverain sait qu'il doit s'attacher la loyauté de la garde Vareg. Il leur verse une somme importante selon la tradition du pillage du palais, qui leur permet de se servir dans le trésor impérial à chaque changement d'empereur. Harald et ses hommes reçoivent enfin leur part. Michel IV n'est pas un empereur incompétent comme son prédécesseur. Malgré son épilepsie, il comprend les enjeux stratégiques de l'Empire. Son frère Jean l'Eunuque, l'orphanotrophe, exerce le véritable pouvoir et tous deux cherchent à restaurer la puissance byzantine. Ils ont besoin de généraux capables et ils en ont un, Georges Maniakès. Georges Maniakès est une légende vivante. Les chroniqueurs de l'époque s'accordent tous sur un point. Cet homme est impressionnant. Selon Michel Psellos, qui l'a vu de ses propres yeux, Maniakès mesure près de 3 mètres. Sa stature colossale inspire la terreur chez ses ennemis et l'admiration chez ses soldats. Mais ce n'est pas qu'une question de taille. Maniakès possède un génie tactique rare et une volonté de fer. En 1030, lors de la catastrophe d'Azaz, tandis que l'empereur Romain III fuyait honteusement, Maniakès, alors gouverneur de Télouche, a sauvé l'honneur byzantin. 800 cavaliers arabes assiégeaient sa ville, paradant sous ses murs avec les trophées pris à l'armée impériale. Ils proclamaient faussement que l'empereur était mort. Maniakès a accepté de se rendre et leur a envoyé des chariots de nourriture et de vin, en signe de bonne volonté. Les Arabes ont célébré leur victoire, buvant tout le vin. Quand la nuit est tombée et que les ennemis étaient ivres morts, Maniakès a frappé. Ses troupes sont sorties et ont massacré les cavaliers arabes jusqu'au dernier. Il a ensuite envoyé à l'empereur romain des sacs pleins d'oreilles et de nez coupés sur les cadavres ennemis, ainsi que 280 chameaux chargés du butin que les Arabes avaient volé au train impérial. L'empereur a immédiatement promu Maniakès gouverneur de la haute vallée de l'Euphrate. Fort de ses nouveaux pouvoirs, le général s'est attaqué à Édesse, une ville qui avait échappé au contrôle byzantin depuis 4 siècles. Il a lancé une attaque surprise de nuit et s'est emparé de 3 tours fortifiées. Les habitants et une armée envoyée par l'émir ont assiégé Maniakès, mais il a tenu jusqu'à l'arrivée des renforts byzantins. La ville est tombée. C'était en 1031. Michel IV reconnaît le talent de Maniakès. En 1038, il lui confie la mission la plus importante, reconquérir la Sicile. La Sicile représente bien plus qu'une île.
C'est un grenier à blé, une base navale stratégique, un symbole de la grandeur romaine. Mais depuis 965, elle est sous domination arabe. L'émir de Sicile et son frère se livrent une guerre civile, offrant aux Byzantins une opportunité en or. Depuis leur base sicilienne, les pirates arabes harcèlent constamment l'Italie du Sud byzantine. Il faut en finir. Maniakès rassemble une armée hétéroclite mais redoutable. Le noyau se compose de cavalerie lourde grecque, les fameux cataphractaires, soutenus par de l'infanterie arménienne et balkanique. Il recrute aussi des troupes en Italie du Sud. Mais ce qui rend cette armée unique, ce sont ses mercenaires d'élite. Il y a d'abord 300 chevaliers normands menés par les frères d'Hauteville, Guillaume Bras de Fer et Drogon. Ces guerriers francs, récemment arrivés en Italie, cherchent fortune et gloire. Leur cavalerie lourde est réputée dévastatrice. Il y a ensuite des contingents lombards, et puis il y a les Varègues. Harald Hardrada commande maintenant la garde Varègue. En 4 ans, il est devenu le chef de tous les Varègues, selon Snorri Sturluson. Ses exploits contre les pirates arabes lui ont valu cette promotion. Michel IV sait que pour une mission aussi périlleuse, il lui faut ses meilleurs guerriers. Il envoie Harald et un contingent de la garde avec Maniakès. L'armée embarque et débarque en Sicile en 1038. La campagne commence par un succès spectaculaire. Messine, le port principal situé sur le détroit, tombe rapidement. Les défenseurs arabes, voyant l'assaut des Normands, comprennent qu'ils ne font pas face à des soldats grecs ordinaires et préfèrent se rendre. Maniakès récompense généreusement les Normands pour leur bravoure. De Messine, l'armée byzantine progresse vers l'intérieur de l'île. C'est là que survient le premier affrontement majeur. Rometta est une ville fortifiée perchée dans les montagnes du nord-est de la Sicile. En 965, le général byzantin Manuel Phocas y était tombé dans une embuscade tendue par les Arabes, une défaite qui avait sonné le glas de la domination byzantine sur l'île. 73 ans plus tard, Maniakès approche de cette même ville. Les Arabes ne vont pas laisser tomber la Sicile sans combattre. L'émir envoie des renforts massifs, 5000 hommes selon les sources. C'est une force considérable, composée de cavaliers légers, bédouins, rapides et mobiles, d'archers et de fantassins aguerris. Ils connaissent le terrain, maîtrisent la tactique du harcèlement et de l'embuscade, qui a déjà détruit plusieurs armées byzantines. Maniakès ne commet pas les erreurs de ses prédécesseurs. Il connaît la menace. Quand les éclaireurs rapportent l'approche de l'armée arabe, il ne panique pas. Il organise méthodiquement ses forces. La cavalerie lourde grecque formera le centre, capable d'encaisser les charges ennemies. Les archers arméniens et les fantassins balkaniques protégeront les flancs. Les Normands, sur leurs destriers puissants, constitueront la réserve mobile capable d'intervenir où la bataille l'exigera. Et puis il y a les Varègues. Harald et ses hommes ne sont pas nombreux. Les sources mentionnent environ 300 guerriers de la garde sur cette campagne, mais leur réputation les précède. Ces géants nordiques manient la hache à 2 tranchants, avec une maîtrise mortelle. Contrairement aux autres unités, ils n'ont pas peur de s'engager dans le corps à corps le plus brutal. Maniakès les positionne là où la bataille sera la plus féroce. Les Arabes arrivent, 5000 cavaliers et fantassins, confiants dans leur supériorité numérique et dans la connaissance du terrain. Leur plan est simple, harceler les Byzantins avec des archers montés, éviter le combat rapproché avec la cavalerie lourde, attaquer les points faibles, couper les lignes de ravitaillement et affamer l'ennemi. Cette tactique a fonctionné à Azaz, elle a fonctionné contre Manuel Phocas à Rometta, elle fonctionnera encore. Maniakès ne leur en laisse pas le temps. Il attaque en force, lançant sa cavalerie lourde dans une charge massive qui force les Arabes à s'engager dans la bataille qu'ils voulaient éviter. Les cataphractaires byzantins, protégés par leurs armures de lamelles, enfoncent les lignes ennemies. Les Arabes ripostent avec férocité. Leurs archers criblent de flèches les chevaux byzantins. Leur cavalerie légère tourbillonne autour des flancs, cherchant les failles. C'est là que survient le moment critique. Un contingent arabe perce la ligne byzantine sur le flanc gauche. Si cette brèche n'est pas colmatée immédiatement, toute l'armée risque l'encerclement. Les fantassins balkaniques vacillent sous l'assaut. L'armée arabe sent la victoire à portée de main et concentre ses forces sur ce point faible. Maniakès n'hésite pas. Il envoie les Varègues. Harald mène la charge. 300 guerriers scandinaves se lancent dans la mêlée avec une violence qui glace le sang. Les chroniqueurs byzantins et arabes s'accordent sur un point. Jamais ils n'ont vu des hommes se battre avec une telle sauvagerie. Les Varègues ne connaissent pas la retraite. Leur doctrine de combat est simple. Avancer, toujours avancer, jusqu'à ce que l'ennemi soit mort ou qu'il le soit. Leurs haches à double tranchant, les fameuses haches danoises, fendent les armures comme du bois.
Un coup bien placé peut décapiter un cheval ou couper un homme en deux. Ces armes, redoutables entre des mains ordinaires, deviennent apocalyptiques quand les Varegs les manient. Les récits de la bataille décrivent une scène nan-horreur absolue. À l'aube, ils ont attaqué, faisant tournoyer leurs épées et leurs haches de guerre sans pitié jusqu'à ce qu'ils pataugent dans le sang jusqu'aux chevilles. Peu de victimes ont échappé vivantes. Un autre compte-rendu rapporte que les Varegs ont joyeusement taillé leurs ennemis en pièces. Ces descriptions ne sont pas des exagérations poétiques. Les Varegs sont des professionnels de la violence. Beaucoup ont combattu depuis l'adolescence, participant à des raids vikings, des guerres tribales en Scandinavie, des campagnes au service de princes russes. Harald lui-même, malgré ses 19 ans, a déjà survécu à une bataille majeure et à 4 années de guerre. Ils ont perfectionné l'art de tuer avec une efficacité terrifiante. La formation Vareg avance comme un mur de métal et de mort. Les Arabes tentent de les arrêter avec des vagues successives de cavaliers, mais les chevaux refusent de charger ce mur de haches. Les archers décochent, volée après volée, mais les boucliers Vareg sont massifs et leur cotte de mailles est de qualité. Quelques Varegs tombent, transpercés par des flèches ou des lances, mais la formation continue d'avancer inexorablement. Les Arabes commencent à comprendre qu'ils font face à quelque chose qu'ils n'ont jamais rencontré. Ces guerriers ne ressemblent pas aux soldats byzantins qu'ils ont l'habitude de combattre. Ils ne reculent pas sous les flèches. Ils ne se débandent pas sous la charge de cavalerie. Au contraire, ils semblent se nourrir du combat, devenant plus féroces à mesure que la bataille s'intensifie. Harald est partout. Les sagas nordiques le décrivent comme un combattant exceptionnel, maîtrisant toutes les disciplines guerrières, l'épée, la lance, l'arc, la lutte. À Rometa, il prouve sa valeur. Il mène ses hommes au point le plus chaud de la bataille, là où les Arabes concentrent leurs forces. Sa hache fait des ravages. Les chroniqueurs byzantins, peu enclins à exagérer les exploits des mercenaires barbares, reconnaissent pourtant que la performance des Varegs ce jour-là fut décisive. La brèche dans la ligne byzantine est non seulement colmatée, mais transformée en catastrophe pour les Arabes. Les Varegs enfoncent le centre de l'armée ennemie, créant le chaos. Les soldats arabes, qui ont percé les lignes byzantines, se retrouvent maintenant coupés de leur propre armée, pris entre les Varegs devant eux et les fantassins balkaniques, qui se ressaisissent derrière. Maniakès, observant le succès de l'assaut Vareg, lance la cavalerie normande. Guillaume Bras de Fer et ses 300 chevaliers chargent sur le flanc arabe déstabilisé. La cavalerie lourde normande, lancée au galop avec ses lances, est une force de destruction pure. Les Arabes, déjà en difficulté face aux Varegs, ne peuvent pas résister à ce nouvel assaut. La bataille tourne rapidement au massacre. Les Arabes tentent de se désengager, de reformer leurs lignes, mais c'est impossible. Les Varegs ne leur accordent aucun répit. Ils poursuivent l'ennemi avec une détermination impitoyable. Les chroniques rapportent que le champ de bataille était jonché de cadavres, que le sol était détrempé de sang. Sur les 5000 hommes de l'armée arabe, peu échappent. Certains réussissent à fuir vers les montagnes, abandonnant armes et bagages. D'autres se rendent, préférant la captivité à la mort certaine sous les haches Varegs. La plupart périssent sur le champ de bataille ou pendant la poursuite qui suit. Les pertes byzantines sont relativement légères. Les Varegs ont payé le prix fort pour leur assaut frontal. Plusieurs dizaines sont morts ou blessés, mais leur sacrifice a permis de préserver le reste de l'armée. Maniakès sait reconnaître la valeur. Il récompense généreusement Harald et ses hommes, leur accordant une part importante du butin capturé. Après Rometa, la campagne devient une marche triomphale. Les villes siciliennes, apprenant la destruction de l'armée de secours arabe, comprennent que la résistance est futile. Plusieurs se rendent sans combattre. D'autres essaient de tenir, mais tombent rapidement sous les assauts coordonnés de Maniakès. Syracuse, l'ancienne capitale romaine de la Sicile, résiste plus longtemps. La garnison se bat avec acharnement, espérant des renforts. Le fils de l'émir, Abdallah ibn Mouiz, rassemble une armée à Palerme et tente de prendre Maniakès à revers. Mais le général byzantin a des informateurs partout. Il apprend les mouvements ennemis et prépare un piège près de Troina, dans les montagnes du nord-est sicilien. Les Byzantins surprennent l'armée arabe en pleine marche. Encore une fois, la combinaison de la cavalerie lourde grecque, des chevaliers normands et de l'infanterie Vareg s'avère dévastatrice. La bataille de Troina est une répétition de Rometa. Les Arabes sont écrasés, leur armée dispersée. Abdallah s'échappe de justesse avec quelques cavaliers. Syracuse tombe en 1040. Maniakès entre dans la ville comme un conquérant romain. Il s'empare des reliques de Sainte Lucie, la patronne de la ville, et les envoie à Constantinople.
Ce geste symbolique marque le retour de la Sicile dans le giron chrétien après 75 ans de domination musulmane. En moins de 3 ans, Maniakès a reconquis 13 villes siciliennes. Harald et les Varegs participent à chaque bataille, à chaque siège. Ils acquièrent une réputation de férocité qui dépasse même celle qu'ils avaient déjà. Les Arabes les appellent les démons du Nord. Les chroniqueurs arabes, peu enclins à flatter leurs ennemis, reconnaissent néanmoins que ces guerriers combattent avec une bravoure et une sauvagerie inégalées. Harald accumule une fortune colossale. Les Varegs ont le droit de piller les villes prises d'assaut, et la Sicile arabe est riche. L'or, l'argent, les soieries, les épices s'entassent dans les coffres des guerriers nordiques. Harald envoie régulièrement son butin à Kiev au prince Yaroslav pour qu'il le garde en sécurité. Cette richesse lui permettra plus tard de revendiquer le trône de Norvège. Mais la campagne sicilienne, malgré ses succès militaires, va s'effondrer à cause des rivalités politiques. Maniakès a un défaut fatal, son tempérament. Ce géant capable de terrifier les ennemis sur le champ de bataille se révèle incapable de naviguer dans les intrigues de la cour byzantine. Après la victoire de Rometa, il humilie publiquement l'amiral Stéphane, l'accusant d'avoir laissé échapper Abdallah. Il le frappe même avec un fouet. C'est une erreur catastrophique. Stéphane n'est pas un homme ordinaire. Son épouse est la sœur de Jean l'Eunuque, l'homme le plus puissant de l'Empire après l'empereur. Pire encore, Stéphane est le beau-frère de Michel IV. L'amiral se plaint à l'empereur. Jean l'Eunuque, furieux de l'affront fait à sa famille, convainc Michel de rappeler Maniakès à Constantinople. Le général est arrêté en 1040 et jeté en prison. Sans lui, la campagne sicilienne s'effondre rapidement. Les Lombards, dirigés par Arduin, qui l'avait également humilié, désertent. Les Normands et les Varegs les suivent. Les conquêtes byzantines en Sicile sont perdues en quelques mois. Les Arabes reprennent l'initiative et chassent les Byzantins de l'île. Plus jamais Byzance ne tentera de reconquérir la Sicile. Harald et ses Varegs sont rappelés à Constantinople. Ils ont d'autres guerres à mener. En 1041, une révolte bulgare menace l'Empire. Et Harald se distingue encore, gagnant le surnom de brûleur de Bulgares. Il combat ensuite en Italie du Sud contre les Normands, ses anciens alliés devenus ennemis de l'Empire. Il y subit ses seules défaites, perdant 3 batailles contre Guillaume Bras de Fer. Ces combats lui enseignent néanmoins des leçons précieuses sur la manière de combattre la cavalerie lourde normande, leçon qu'il utilisera 25 ans plus tard. En décembre 1041, Michel IV meurt. Son neveu Michel V monte sur le trône et libère Maniakès. Le général retourne en Italie pour combattre les Normands. Mais Michel V commet l'erreur de bannir l'impératrice Zoé. Constantinople se soulève. Les Varegs, dont une partie garde l'empereur, sont divisés. Harald, récemment emprisonné lui aussi par Michel V pour des raisons obscures, s'échappe et rejoint les rebelles. L'empereur est renversé, aveuglé et exilé dans un monastère. Zoé revient au pouvoir avec sa sœur Théodora. Elle épouse Constantin IX Monomaque. Le nouvel empereur rappelle encore Maniakès d'Italie. Le général, fatigué des intrigues et des humiliations, se rebelle. Ses troupes le proclament empereur. Il débarque à Dyrrhachium et marche sur Constantinople en 1043. Harald et les Varegs ne suivent pas cette fois. Ils sont restés loyaux à l'empereur régnant. C'est l'un des paradoxes de la garde Vareg. Ces guerriers barbares respectent scrupuleusement leur serment de fidélité à la personne de l'empereur. Maniakès, malgré toutes ses victoires, malgré le génie militaire qu'il a démontré, n'obtiendra jamais leur soutien pour son usurpation. L'armée impériale rencontre les rebelles près de Thessalonique. Maniakès est au cœur de la mêlée quand une blessure fatale le terrasse. Les sources disent qu'il a reçu un coup mortel dans la confusion du combat. Avec sa mort, la rébellion s'effondre. Les survivants sont traînés à Constantinople et humiliés publiquement dans l'hippodrome, assis à l'envers sur des ânes. Harald reste encore quelques mois à Constantinople. Il a accumulé une fortune phénoménale pendant ses 9 années au service de l'Empire. Les sagas affirment qu'il a participé 3 fois au pillage du palais, lors des morts de Romain III, Michel IV et Michel V, empochant à chaque fois d'immenses richesses. Il a également gardé sa part du butin de dizaines de batailles et de sièges. En 1042, il demande à Zoé la permission de rentrer en Norvège. Son neveu Magnus est maintenant roi et Harald veut revendiquer sa part du trône. L'impératrice refuse. Les Varegs sont trop précieux pour être laissés partir. Harald ne demande pas 2 fois. Une nuit, avec 2 navires et ses compagnons les plus fidèles, il s'échappe du port de Constantinople. Les Byzantins tendent une chaîne massive en travers du Bosphore pour bloquer les navires. Harald ordonne à ses rameurs de faire avancer les navires à pleine vitesse vers l'obstacle. Au dernier moment,
Il fait déplacer tout son équipage vers la poupe, relevant la proue. Les navires montent sur la chaîne, puis Harald fait courir tout le monde vers la proue. Les navires basculent par-dessus la chaîne et tombent dans l'eau de l'autre côté. L'un des deux navires se brise, mais Harald et la plupart de ses hommes s'en tirent. Il retourne à Kiev récupérer sa fortune et épouse Élisabeth, la fille du prince Yaroslav. En 1045, il est couronné roi de Norvège aux côtés de Magnus. Quand Magnus meurt en 1047, Harald devient seul souverain. Il régnera pendant 19 ans, menant des guerres contre le Danemark et transformant la Norvège en puissance maritime. En 1066, il tente la plus grande aventure de sa vie, la conquête de l'Angleterre. Il débarque avec une flotte de 300 navires et écrase les comtes anglais Edwin et Morcar à la bataille de Fulford. Mais 5 jours plus tard, à Stamford Bridge, il affronte le roi Harold Godwinson. Les Norvégiens, surpris sans leurs armures, sont massacrés. Harald meurt au combat, transpercé à la gorge par une flèche. Seuls 24 navires sur 300 rentrent en Norvège. La mort de Harald Hardrada à Stamford Bridge marque traditionnellement la fin de l'âge viking. Le dernier grand roi viking, celui qui avait survécu à des dizaines de batailles sur 3 continents, celui qui avait mené les Varegs à la victoire contre des ennemis innombrables, est tombé sur une plaine anglaise, à quelques kilomètres seulement de la victoire finale. L'histoire des Varegs ne s'arrête pas avec Harald. La garde continue d'exister pendant des siècles. Après la conquête normande de l'Angleterre en 1066, de nombreux anglo-saxons, refusant de vivre sous la domination normande, émigrent à Constantinople et rejoignent les Varegs. Cette infusion de sang anglais renouvelle la garde, qui devient majoritairement anglo-saxonne plutôt que scandinave. Ces Varegs anglais perpétuent la tradition de férocité. En 1081, lors de la bataille de Dyrrhachium contre Robert Guiscard et ses Normands, ils se lancent avec enthousiasme contre leurs ennemis héréditaires. Ils percent les lignes normandes et les mettent en déroute. Mais dans leur ardeur, ils avancent trop loin et se retrouvent coupés du reste de l'armée byzantine. Les Normands se ressaisissent et contre-attaquent. Les Varegs se replient dans une église. Les Normands y mettent le feu. La plupart périssent dans les flammes, fidèles jusqu'au bout à leur réputation de ne jamais reculer. En 1122, à la bataille de Beroia contre les Péchénègues, les Varegs prouvent encore leur valeur. L'armée byzantine principale fuit, mais les Varegs tiennent leur position. Puis ils contre-attaquent, se frayant un chemin à travers les défenses ennemies composées de chariots, tuant le chef Péchénègue et mettant son armée en déroute. Cette victoire sauve l'Empire. En 1204, lors de la 4e croisade, Constantinople est assiégée par les croisés. Les Varegs combattent jusqu'au dernier pour défendre la ville. Les chroniqueurs latins rapportent qu'ils n'ont jamais vu des hommes se battre avec une telle détermination. Mais la ville tombe quand même. L'Empire byzantin s'effondre temporairement. Les Varegs continuent pourtant d'exister, servant les empereurs byzantins en exil à Nicée, puis après la reconquête de Constantinople en 1261. Au XIIIe siècle, le rôle de la garde devient de plus en plus cérémoniel. L'Empire, affaibli par des guerres incessantes et des pertes territoriales, ne peut plus se permettre d'entretenir une garde d'élite coûteuse. Les Varegs perdent progressivement leur caractère nordique et anglo-saxon, s'hellénisant au fil des générations. En 1453, lors du siège final de Constantinople par les Ottomans, il reste encore des Varegs. Ils combattent aux côtés des derniers Byzantins, défendant les remparts contre les janissaires turcs. Quand les murailles cèdent et que les Ottomans déferlent dans la ville, les derniers Varegs meurent en combattant, mettant fin à presque 5 siècles d'histoire. La bataille de Rometta et la campagne sicilienne de Maniakès s'inscrivent dans un contexte géopolitique plus large. Au XIe siècle, l'Empire byzantin fait face à des menaces sur tous ses fronts. À l'est, les Turcs seldjoukides commencent leurs incursions en Asie mineure. Au nord, les Péchénègues et autres peuples des steppes harcèlent constamment la frontière danubienne. À l'ouest, les Normands d'Italie du Sud deviennent de plus en plus agressifs. La Sicile représente une priorité stratégique majeure. Celui qui contrôle l'île contrôle le centre de la Méditerranée. Les pirates arabes, basés en Sicile, attaquent non seulement les navires byzantins, mais aussi les côtes de l'Italie du Sud, affaiblissant la présence byzantine dans la région. La reconquête de l'île aurait permis de sécuriser les routes commerciales et de projeter la puissance byzantine en Méditerranée occidentale. L'échec final de la campagne sicilienne, causé par les intrigues politiques plutôt que par les défaites militaires, illustre l'un des problèmes fondamentaux de l'Empire byzantin à cette époque. Les généraux capables comme Maniakès sont victimes de jalousie de cour. Les empereurs, souvent incompétents militairement, se méfient des commandants trop victorieux.
Cette paranoïa systémique affaiblit l'Empire au moment où il a le plus besoin de leadership militaire fort. La garde Vareg représente une solution partielle à ce problème. Ces mercenaires étrangers n'ont aucune ambition politique à Constantinople. Ils ne peuvent pas revendiquer le trône. Leur loyauté va à l'empereur en personne, pas à une faction ou à une famille noble. C'est pourquoi les empereurs byzantins leur font confiance pour les missions les plus périlleuses et les utilisent comme garde personnelle. Mais même les Vareg ne peuvent pas compenser les faiblesses structurelles de l'Empire. Après la mort de Basile II en 1025, Byzance entre dans une période de déclin lent mais inexorable. Les empereurs faibles dilapident les réserves financières accumulées par Basile. Les armées provinciales, autrefois colonnes vertébrales de la défense impériale, sont démantelées pour économiser de l'argent. Les mercenaires deviennent de plus en plus importants, mais ils coûtent cher et leur loyauté est fragile. En 1071, moins de 40 ans après la victoire de Rometa, l'empereur romain IV Diogène mène personnellement une armée contre les Turcs seldjoukides à Manzikert. La bataille est un désastre. L'armée byzantine est anéantie, l'empereur capturé. Les Vareg, fidèles jusqu'au bout, forment le dernier carré autour de Romains et combattent jusqu'à ce que presque tous soient morts. Cette défaite ouvre l'Asie mineure, le cœur de l'Empire, aux invasions turques. Byzance ne se remettra jamais complètement de ce coup. Les exploits de Harald et des Varegs en Sicile ont été immortalisés dans les sagas nordiques. Snorri Sturluson, écrivant presque 2 siècles après les événements, a compilé ses récits dans la Heimskringla, son histoire des rois de Norvège. Ces sagas mélangent faits historiques et légendes, exagérant souvent les exploits de Harald, mais elles préservent la mémoire des Vareg dans la culture scandinave. Les sagas décrivent Harald comme un homme rusé autant que courageux. Elles racontent comment il a utilisé des stratagèmes pour vaincre ses ennemis. Une fois, lors d'un siège, il a attaché de l'amadou enflammé aux pattes d'oiseaux et les a relâchés. Les oiseaux effrayés sont retournés dans leur nid, sous les toits de chaume de la ville assiégée, déclenchant des incendies partout. Une autre fois, il a faim d'être mort. Les Vareg ont demandé que son corps soit enterré dans une ville assiégée. Quand le cercueil est passé les portes, Harald a sauté dehors, une trompette a sonné et les Vareg se sont rués à l'intérieur, prenant la ville par surprise. Ces histoires, qu'elles soient vraies ou embellies, témoignent de l'impression durable que Harald et les Vareg ont laissée. Dans les cours scandinaves des XIIe et XIIIe siècles, servir dans la garde Vareg était considéré comme le summum de l'honneur pour un guerrier. Des centaines de jeunes Norvégiens, Suédois et Islandais ont fait le long voyage vers Constantinople, cherchant à imiter les exploits de leurs ancêtres. Les pierres runiques érigées en Scandinavie témoignent de ces voyages. Des dizaines de ces pierres commémorent des hommes morts en Grèce ou au service de l'empereur. Elles prouvent que le service Vareg n'était pas une légende, mais une réalité historique qui a touché de nombreuses familles nordiques. Le contact prolongé entre les Vareg et l'Empire byzantin a eu des conséquences culturelles importantes. Les guerriers nordiques revenus chez eux ont ramené non seulement de la richesse, mais aussi des idées, des technologies et des coutumes byzantines. Bolli Bollason, un Islandais mentionné dans la Laxdœla saga, est revenu de Constantinople vêtu de robes de pourpre brodées d'or. Ses compatriotes l'ont surnommé Bolli l'élégant. Ce simple détail révèle l'impact de l'expérience byzantine. Les Vareg, exposés à la civilisation la plus raffinée d'Europe, ont ramené des standards de luxe et de sophistication inconnus en Scandinavie. Harald lui-même a rapporté des pratiques byzantines en Norvège. Son règne a été marqué par des réformes économiques, l'introduction d'une économie monétaire viable et le développement du commerce international. Ces innovations s'inspiraient directement de ce qu'il avait observé à Constantinople. Il a également maintenu des liens commerciaux avec l'Empire et avec Kiev, facilitant les échanges entre la Scandinavie et l'Orient. La conversion au christianisme de la Scandinavie doit également quelque chose aux Vareg. Beaucoup sont revenus avec une foi chrétienne renforcée, ayant servi un empereur chrétien et combattu aux côtés de soldats chrétiens de tout l'Empire. Même si cette influence ne doit pas être exagérée, la christianisation de la Scandinavie était un processus complexe avec de multiples causes. Elle a certainement joué un rôle. Pour Byzance, les Vareg ont apporté plus que leur valeur militaire. Ils ont représenté un lien avec le monde nordique, facilitant le commerce et la diplomatie. La présence de milliers de Scandinaves à Constantinople a créé un réseau de connexions entre l'Empire et le Nord, permettant des échanges qui allaient au-delà du simple service militaire.
La bataille de Rometa offre plusieurs leçons militaires importantes. D'abord, elle démontre la valeur d'une armée multiethnique bien commandée. Maniakès a réussi à coordonner des contingents très divers, grecs, arméniens, normands, lombards, varègues, chacun avec ses propres tactiques et traditions. Cette capacité à utiliser les forces de chaque unité au moment optimal a été cruciale pour la victoire. Ensuite, elle illustre l'importance du choc psychologique. Les Varègues ne sont pas numériquement supérieurs aux Arabes qu'ils affrontent, mais leur réputation de férocité, leur apparence intimidante et leur détermination absolue créent un effet psychologique disproportionné. Les ennemis, démoralisés par le spectacle de ces guerriers apparemment invincibles, perdent leur cohésion et leur volonté de combattre. Troisièmement, la bataille montre la supériorité de l'infanterie d'élite disciplinée sur la cavalerie légère dans certaines circonstances. Les archers montés arabes, si efficaces dans les espaces ouverts où ils peuvent harceler l'ennemi sans s'engager, deviennent vulnérables quand ils sont forcés au combat rapproché. Les Varègues, avec leurs armures lourdes et leurs armes dévastatrices, excellent dans ce type de combat. Enfin, Rometa démontre l'importance du leadership. Maniakès n'est pas seulement un tacticien brillant. C'est aussi un leader qui inspire ses troupes et sait utiliser leurs capacités uniques. Sa décision d'envoyer les Varègues au point critique de la bataille, au moment précis où ils pouvaient faire la différence, révèle un génie tactique rare. Ces leçons ne seront pourtant pas apprises par l'Empire byzantin. Les successeurs de Maniakès manqueront de son génie militaire. Les intrigues de cour continueront de saboter les généraux compétents. Et l'Empire, malgré les victoires occasionnelles de ses soldats d'élite, continuera son déclin lent. La campagne sicilienne de 1038-1040 représente un moment charnière. C'est la dernière fois que Byzance tente sérieusement de reconquérir la Sicile. C'est aussi l'apogée de la garde varègue scandinave avant son renouvellement par les anglo-saxons après 1066. Et c'est l'un des derniers succès militaires majeurs de l'Empire avant la catastrophe de Manzikert. Pour Harald, Rometa est une étape dans une vie extraordinaire. Il quittera Byzance, deviendra roi de Norvège, mènera des guerres pendant un quart 500e siècle et finira par mourir en tentant de conquérir l'Angleterre. Sa mort à Stamford Bridge, quelques semaines seulement avant que Guillaume le Conquérant ne débarque et ne change l'histoire de l'Angleterre, reste l'un des grands « et si » de l'histoire européenne. Si Harald avait vaincu Harold Godwinson, si les Norvégiens avaient conquis l'Angleterre, l'histoire de l'Europe aurait été radicalement différente. Pour les Varègues en général, Rometa est un exemple parfait de ce qu'ils apportaient à l'Empire byzantin. Ces guerriers venus du froid nordique, motivés par la soif d'or et de gloire, ont servi avec une loyauté et une férocité inégalées. Pendant presque 5 siècles, ils ont été le dernier rempart des empereurs byzantins, les hommes sur qui on pouvait compter quand tout le reste échouait. Quand Constantinople est finalement tombée aux mains des Ottomans en 1453, les derniers Varègues sont morts en combattant, fidèles jusqu'au bout au serment qu'avaient prêté leurs ancêtres 450 ans plus tôt. C'était une fin appropriée pour ces guerriers qui n'avaient jamais connu la retraite, qui avaient fait du combat leur raison d'être et qui avaient inscrit leur nom dans l'histoire avec du sang et de l'acier. La bataille de Rometa n'était qu'une bataille parmi des centaines que les Varègues ont livrées, mais elle incarne tout ce qu'il représentait. Courage brutal, loyauté absolue, efficacité mortelle. 300 hommes contre 5000, et ce sont les 300 qui ont triomphé. C'est l'essence même de la légende Varègue, une légende forgée dans le fer et le sang sur les champs de bataille de 3 continents.